Katanga 1961. Réfugiés, réconciliation et rupture. Chronique d'un camp oublié au cœur du chaos congolais. En septembre 1961, Elisabethville, capitale du Katanga sécessionniste, devient le théâtre d'un drame humanitaire. Des milliers de réfugiés fuyant les violences tribales et politiques se regroupent dans un camp improvisé par l'ONUC, la mission des Nations Unies au Congo. Prise de court, elle tente de contenir le chaos, mais derrière les tentes et les rations, une tension sourde monte, qui mérite d'être évacuée. Et pourquoi? Novembre, l'ONUC reçoit des ordres de Léopoldville. Seul le proche des familles déjà évacuées et justifiant d'un emploi seront transportés. 800 personnes quittent les camps, mais cette politique crée un désordre explosif. Chaque réfugié devient soudain un cousin d'un ministre. Les rumeurs d'injustice alimentent la colère. Le camp se divise. L'espoir s'effrite. Parmi les évacués, 58 soldats de l'armée nationale congolaise, protégés par les Irlandais, des étudiants de Louvain et même des policiers déserteurs. Tous ont une histoire, une loyauté, une peur. Certains refusent de tirer sur leurs frères, d'autres fuient les représailles. L'ONUC devient le dernier rempart entre l'ordre et le chaos, entre la mission de paix et l'accusation de partialité. Décembre, le combat cesse, mais le camp reste. Une ville de souffrance, de silence, de regards perdus. L'ONUC nourrit, protège, mais ne sait plus comment agir. Réintégrer, évacuer, maintenir, chaque décision semble impossible. Et pourtant, il faut tenir pour éviter la famine, tenir pour éviter l'évasion, tenir pour éviter l'effondrement. Les réfugiés refusent de rentrer. Trop de peur, trop de haine. Les vitres brisées, les marques sur les portes, les humiliations. Certains préfèrent la misère à la réintégration. Le gouvernement katangais parle de paix, mais les réfugiés n'y croient plus. Le fossé est trop large. Et l'ONUC, elle hésite, elle observe, elle endure. L'ONUC insiste. La réintégration est vitale. Ces réfugiés sont des techniciens, des ouvriers, des cadres, les perles de cette province. Les perdre serait une tragédie économique. Mais comment les réintégrer dans des communes qui les rejettent? Comment convaincre les sociétés qui ont déjà remplacé leur personnel? Les camps deviennent une impasse coûteuse, humaine et politique. Peut-on forcer des gens à rentrer contre leur gré? Peut-on sacrifier des vies pour un idéal politique? L'ONUC se pose la question, mais n'ose y répondre. Le principe d'un Congo uni vacille. Le silence devient lourd. Et dans le haute sphère, on débat, on tergiverse, pendant que les réfugiés attendent encore et encore. L'évacuation devient inévitable. Vers le nord Katanga, vers le sud Kasai, mais rien n'est simple. Il faut de transport, de garanties, des accords. Il faut convaincre les réfugiés, les communes, les autorités. Et surtout, il faut espérer que là-bas, la haine ne les attend pas. Que là-bas, une nouvelle vie est possible. Vous vous souviendrez qu'en 1961, ce n'est pas que le Katanga qui déclare sa sécession. Kalonji Mulopwe, au sud, Kasai, la province nouvellement créée après le conflit entre les Baluba et les Lulua, ce qui est devenu Kananga aujourd'hui. Les Luba quittent Kananga pour aller créer une nouvelle province. Le Kasai oriental aujourd'hui, le sud Kasai. Comme la majorité de ceux qui peuplaient les deux camps, irlandais et suédois, à Elisabethville, étaient Luba, l'ONU envisage même de renvoyer, de transposer le problème
du conflit tribal de Elisabethville au sud Kasaï, chez Kalonji Moulopoué. Mais cela n'est pas simple, bien que les deux États sécessionnistes avaient une forme de coopération, mais rien n'était formel. Et ramener 30 000 personnes au sud Kasaï, qu'est-ce qui garantit que leurs frères les accueilleront? Qu'est-ce qui garantit qu'on ne va pas tout simplement déshabiller Pierre pour habiller Saint-Paul? Suivez-nous pour le reste.